Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics. On peut le dire, we're back! Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play Preview. Aujourd'hui, direction Salt Lake City. Un petit bisou à Jean-Pierre Vidal et Sébastien Amiez au passage pour parler des Utes de l'Utah. Les Utes, dernier vainqueur de la conférence Pac-12 et probablement, Gus, le programme qui a le plus profité d'une Pac-12 un peu en difficulté ces dernières années, non? Ah bah, complètement. Parce que au final, c'était l'un des programmes qui avait le plus de stabilité. Si on compare surtout aux autres équipes de Pac-12 comme USC, Oregon dans une moindre mesure ou UCLA. Donc voilà, ils en ont profité. Donc saison 2021, bonne, voire très bonne, puisqu'il y a carrément une qualification, donc une victoire dans la Pac-12 et une qualification pour le Rose Bowl face à Ohio State. Mais malgré ça, la saison avait commencé un peu difficilement avec 2 défaites dans les 3 premiers matchs, notamment contre BYU, contre le rival BYU et contre San Diego State. Donc finalement, en fait, Utah avait un peu navigué un peu dans le feutré, j'ai envie de dire, parce que ils avaient un bilan un peu compliqué au départ. Et finalement, un très bon bilan dans la Pac-12 avec une seule défaite contre Oregon State et 2 grosses victoires de branlée, on peut dire ça comme ça, Gus, hein, contre Oregon, dans le match de la conférence et aussi dans le match qui faisait office de finale de la Pac-12. Donc victoire dans la Pac-12 et défaite malheureusement dans le Rose Bowl dans un match assez épique. Je trouve que cette défaite avait un goût de victoire. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais parce que déjà, c'était leur première qualification en Rose Bowl de leur histoire à Utah. Et le match, en fait, était tellement beau. C'était le plus beau bowl de l'an dernier. euh, Qu'au final, tout le monde a reconnu Utah. En fait, on ne se souviendra pas de Utah comme une équipe qui a perdu ce bowl. C'est ce que je veux dire. Non, en plus, c'était une. Alors concrètement, les Buckeyes étaient donnés quand même grandement favoris contre Utah et au final, ça a été plus serré que prévu. Donc voilà, c'était effectivement un Super Bowl, enfin comme d'hab le Rose Bowl, on a envie de dire. Donc voilà, donc des bases solides, hein, on est d'accord pour entamer la saison 2022, sachant que il y a eu quelques pertes, mais rien de trop grave, Gus, hein. Alors évidemment, quand ton programme performe, il y a des joueurs qui partent. Là, dans ce roster, c'est des joueurs qui sont partis en NFL, mais il y a énormément de retours, ce qui veut dire que le groupe sera expérimenté. C'est pour ça que moi, je suis très très haut cette année sur les Utes. Alors tout d'abord, avant de parler du roster, je veux juste en profiter pour dire qu'il y a une grande stabilité chez les coachs et c'est quelque chose de récurrent dans ce programme qui subit très peu en fait les coaching carousel et ce maintenant depuis 2005, date à laquelle Kyle Whittingham est devenu coach et il l'est toujours, hein. Il y a seulement 2 départs de coach de position, dont un qui est plutôt difficile et ce sera intéressant de voir comment ils s'en sortent. C'est Kill McDonald, l'entraîneur des running backs, qui part coacher pour Lincoln Riley à USC. Au niveau de l'attaque, Cal Whittingham, qui est probablement l'un des oui, tout meilleurs coachs, hein, du college football, on parle pas beaucoup de Utah, mais ce qu'il a réussi à faire au niveau du programme des Utes, c'est quand même assez extraordinaire, hein. en recrutant pas bien, enfin pas Enfin, bien bien, sur le papier en tout cas, quoi. pas bien sur le papier, mais en développant super bien ses joueurs. Au niveau de l'attaque, c'était la 14e du pays en nombre de points inscrits par match. Et je pense que ce sera toujours le cas en 2022, puisque beaucoup de joueurs sont de retour, à commencer par le quarterback Cameron Rising, qui sera la première star de cette équipe, une seconde va venir, qui lui a été recruté par Texas il y a quelques années et qui a transféré l'an dernier pour être le backup de Charlie Brewer. Sauf qu'il s'est avéré qu'il est devenu meilleur que l'ancien joueur de Baylor, puisqu'il l'a foutu sur le banc. Ses stats sont plutôt bonnes, si bien, enfin qu'elles ne soient pas, on va dire très très alléchantes, mais ça cache en fait un très très bon niveau de jeu. 2493 yards, 20 touchdowns et 5 interceptions, plus 6 touchdowns à la course, avec, j'ai envie de dire, en cerise sur le gâteau, cette performance au Rose Bowl, où il nous sort un touchdown de Baptiste. Là, j'ai encore les images dans la tête. À Donc, titre personnel, pas mal de certitudes, hein, quand même, hein. C'est quand même un joueur qui a
qui je trouve a pas mal prouvé et les Utes pourront compter sur lui. Enfin, je trouve que c'est une des belles certitudes de cette équipe. Et il sera encore meilleur en 2022. Alors qu'est-ce qui me fait penser ça? Il fait partie de ces joueurs un peu bruts, qui ont beaucoup de talent, mais tu voyais quand même qu'en 2021, il avait du mal à se canaliser, tu vois, en prenant des risques, en allant en contact. S'il arrive un petit peu justement à se canaliser, je pense qu'il sera bien meilleur qu'en 2021 et ça laisse espérer encore une marge de progression pour l'attaque. Alors maintenant, il y a une question euh, un peu plus touchy qui est celle du backup. Parce que comme je l'ai dit, il aime le contact et une blessure n'est pas à exclure. Vu que Charlie Brewer est parti à Liberty, il enchaîne toutes les facs comment dire, Baptiste, toutes les facs religieuses du C'est pays, ça. après Baylor, Utah et Liberty maintenant. Donc un backup va devoir émerger. Il y a Bryson Barnes, qui était un walk-on et qui est connu à Utah parce qu'en fait, c'est celui qui a remplacé l'an dernier au Rose Bowl Rising quand il s'est blessé et qui a même mené un drive jusqu'au touchdown. Et sinon, il y a le très talentueux Jacquinnon Jackson et quelques autres quarterbacks, mais cette fois-ci true freshman. Il lancera les ballons à Devon Vele, qui sera son go-to guy en 2022, parce que Britain Covey est parti, lui, bon, j'en parlerai tout à l'heure, surtout dans les special teams, mais qui était vraiment un beau visage, un visage important du programme. Là où c'est plus intéressant à la réception, c'est chez les tight ends, puisqu'ils ont, selon moi, l'un des plus beaux duos de tight end du pays avec Brand Cuff et Dalton Kincaid. Alors Brand Cuff, lui, il est titulaire depuis 4 ans à Utah. 1838 yards et 17 touchdowns en 4 années, dont 6 en 2021. Et son compère Dalton Kincaid qui a sorti une superbe année 2021 avec 8 touchdowns. Moi, je sais pas ce que tu en penses, Gus, mais moi, ce que j'aime bien, c'est cette espèce de nombre de cibles importantes qu'il aura Cameron Rising. Je sais que c'était un reproche qui sort de temps en temps en disant ouais, mais il n'y a pas vraiment de receveur numéro un. Alors, il n'y a pas vraiment de receveur numéro un. Je suis assez d'accord avec ce postulat-là, mais il y a quand même il y a 3 receveurs qui reviennent avec des saisons à plus de 500 yards l'année dernière, et je trouve que c'est plutôt intéressant. C'est presque plus intéressant d'avoir plus de enfin, d'avoir un panel de receveurs important plutôt que forcément avoir un receveur numéro un qui va vraiment attirer les défenses. Là, il y a trois receveurs, donc Cutie, Covey et Kincaid, qui ont fait une saison à plus de 500 yards, et je trouve que c'est pas mal d'avoir pas mal de cibles, tout simplement. Du coup, t'enlèves Covey parce que lui, il est parti à la draft. Pardon, oui, je suis con. Il n'avait plus d'éligibilité, mais c'était Devon Vele, celui dont Ah tu oui, c'est ça, parlais. merci. Et en parlant de cible, il faut surtout parler de ce duo one-two punch de running back, avec d'abord Tavion Thomas, qui aurait pu aller en NFL, mais qui a décidé de revenir, qui est la seconde star selon moi de cette équipe. Ses stats en 2021, c'est 1111 yards pour 21 touchdowns. 21 touchdowns. Et là, on parlait de cible, c'est surtout Micah Bernard, qui lui est un profil en fait hyper complémentaire de Tavion Thomas, puisqu'il est beaucoup plus aérien. Il a réceptionné 26 ballons l'an dernier, ce qui est beaucoup pour un running back. Grosso modo, je pense que c'est bien au-dessus de la moyenne. Donc voilà, il offrira une nouvelle cible pour Cameron Rising. Et je pense que bon, j'ai souvent tendance à mettre ces superlatifs, à dire ouais, c'est l'un des meilleurs duos du pays ou une des meilleures rooms. Là, je pense qu'on peut vraiment dire que Tavion Thomas et Micah Bernard, c'est très très solide. Baptiste, franchement. Oui, non, mais c'est clair. En C'est plus, clair, sachant qu'en plus, il y a un true freshman, hein, je crois, qui a fait pas mal parler de lui lors des Spring Practice. Ouais, c'est Jalen Glover. Donc c'est vrai que pareil, en fait, à tous les niveaux, on a l'impression que il y a de la profondeur d'effectif, et on sait que c'est souvent ce qui fait la différence entre une bonne et une mauvaise saison, cette espèce de next man up, cette mentalité-là, disant s'il y a quelqu'un qui est sur le carreau, celui qui aura place, il est presque du même niveau, quoi. Surtout qu'ils courront derrière une ligne expérimentée, bien que 2 joueurs soient partis pour la NFL. La O-line, alors là, je me fais vraiment aucun souci. Ça a toujours été une force sous Kyle Whittingham, et ça depuis 20 ans. En conclusion pour cette attaque, et ça sera à n'en point douter en fait ce qu'il faudra suivre cette année, un quarterback double menace qui va devenir encore meilleur, un duo de running back complémentaire avec une star Tavion Thomas, une O-line solide comme d'habitude, un duo de tight end expérimenté, et on n'en a pas parlé, mais un super coordinateur offensif avec Andy Ludwig.
Ça, c'est mes relents de LV2 d'allemand, voilà, qui me laissent penser que l'attaque sera encore meilleure que celle de l'an dernier. Et voilà. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est vrai que ça sera quand même la force numéro un du Utah, parce qu'on s'attend plutôt à une grosse défense et notamment des grosses lignes. Ça va être vraiment l'attaque qui va être un peu le moteur de cette équipe, parce que c'est vrai qu'au niveau de la défense, il y a un peu moins de certitude parce qu'il y a eu énormément de départs, notamment au poste de linebacker et notamment Devin Lloyd. Pareil sur la ligne défensive, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est exactement pareil quand tu parlais de Next Man Up. Les stars, les stars en fait, de cette défense sont partis, mais derrière, vu que le roster était très profond et expérimenté, et bah, tu te dis que bah, ces pertes vont être bien comblées. Alors certes, tu n'auras pas le talent d'un Devin Lloyd, mais tu auras des joueurs de qualité. On va faire par ligne. Au niveau de la D-line, ils ont perdu Mike Tafua à la NFL, mais ils voient le retour du defensive end Van Fillinger, mais surtout de Junior Tafuna, qui était le Pac-12 Freshman Depoy l'an dernier. De ce côté-là, bon, on verra ce que ça donne, mais en général, c'est toujours des D-line très très physiques à Utah, avec notamment des joueurs du Pacifique. Au niveau des linebackers, père de Devin Lloyd et de Nefi Sewell. Nefi Sewell qui doit être le petit frère ou le cousin de Penny Sewell qui joue aujourd'hui aux Lions et qui jouait à Oregon. Ça va se bousculer au portillon hein, pour récupérer ces postes laissés vacants. Parce que déjà, il y a les arrivées et deux très bonnes arrivées de Mohamoud Diabaté de Florida, qui était titulaire à Gainesville pendant 2 saisons, et aussi Gaby Reed de Stanford. Je pense qu'ils obtiendront ces postes de titulaires. Et s'ils les obtiennent pas, bah, il y aura derrière le freshman Landon Barton, qui était un joueur du top 100 en 2022, qui lui pourra avoir vite du temps de jeu. Mais surtout, et c'est encore un walk-on, Karine Reed, qui a brillé l'an dernier, qui a sorti des stats un petit peu partout, hein, que ce soit des interceptions, des sacs, des plaquages pour perte, etc. Voilà. Ce que je veux dire dans tout ça, c'est que la défense contre la course, c'était déjà une force en 2021. Et ça me paraît très probable qu'elle le soit encore en 2022. Il faudrait juste peut-être qu'un nouveau général de défense se montre pour remplacer Devin Lloyd, qui est certainement le meilleur joueur défensif de l'histoire de Utah. Effectivement. Côté DB, alors c'est vrai que j'ai parlé du Rose Bowl qui a été un petit peu compliqué au niveau du match. Pareil, là, il y a deux titulaires qui s'en vont, mais il y a une vraie star en devenir, en personne de Clark Phillips, une recrue de la classe 2020, une recrue quasiment, enfin, borderline 5 étoiles, et qui lui devrait être le futur patron de cette défense. 62 plaquages, deux interventions, 13 passes défendues en 2021. Enfin, en tout cas, ça s'annonce être un futur grand joueur de college football. Sinon, au niveau du poste de secondary, hein, il y a Cole Bishop, il me semble, hein, qui va remplacer Vontae Davis, qui est parti en NFL. Mais voilà, c'est peut-être là où il y a un peu moins de profondeur, non, Gus? Complètement. Et au moins, Utah part sur cette intersaison on va dire, en connaissant sa principale faiblesse en défense. Et je pense que c'est toujours bien de partir avec ces certitudes-là quand tu prépares une saison. Tu sais que contre la course, ça va marcher. Mais si tu veux prétendre à mieux, et là, ça va être l'objet de la suite de la preview, et ben, il faut que cette défense aérienne step up bien. Alors, et on va parler un peu peut-être du départ le plus important des Utes. Il n'est pas en attaque, il n'est pas en défense, il est dans les équipes spéciales. Parce que je pense que aussi talentueux qu'ont été Devin Lloyd pardon, et Nefi Sewell, je pense qu'ils trouveront des remplaçants à peu près à la hauteur. Autant du côté des special teams et du retour de coup de pied, ça va être compliqué de retrouver quelqu'un d'aussi fort que Britton Covey, hein. Bon, du coup, Gus, est-ce que pour toi, Utah, on va y aller avec Franco, est-il un candidat crédible aux playoffs cette année? Ouais, je le pense à 100%. Tu veux faire quoi? Tu veux qu'on parle du calendrier avant pour après mettre en perspective ou je te donne déjà mes arguments? Vas-y, bon, comme tu as envie. J'ai bien envie de parler du calendrier parce qu'il est quand même cool. Il est sympa, hein, vas-y. Il est très cool, et notamment ce match en week one. Alors, il jouera au même horaire que
le Oregon, Georgia. Georgia, mais il est presque aussi intéressant, je trouve, Mhm. ce match contre Florida. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah ouais, Utah affronte Florida au Ben Hill Griffin Stadium de Gainesville. Alors déjà, visuellement, c'est un super beau match. Euh, je pense qu'il y a un jeu de couleurs qui va être pas mal. J'espère qu'ils laisseront les jeux jouer avec le rouge contre le bleu, Ouais, ça serait vraiment très cool. je pense que ça va être le cas. Et voilà, Florida, en plus, je pense que c'est très bien de les prendre pour le premier match parce que c'est un programme qui sort d'une saison 2021 très très compliquée. Utah aura déjà des certitudes, Florida non, donc c'est parfait de les prendre à ce moment-là. Alors ça a été et là je peux vous le dire, un débat mais vraiment difficile dans notre conversation entre les membres du podcast, entre les secs sexuels et les anti-secs comme Baptiste et moi. Moi je vois une victoire de Utah, j'en doute pas trop pour l'instant, mais je me suis tellement avancé que je commence à craindre une victoire de Florida. Je suis assez. Enfin, s'ils les battent pas cette année, Utah, ils les battront jamais, j'ai envie de dire. Même si le match est à Gainesville, hein, même si le match est dans le Swamps, euh, il y a quand même. Il y a quand même beaucoup plus de certitude du côté de Utah que du côté de Florida. Après, voilà, c'est un match en week one. Billy Napier va vouloir commencer voilà, son règne à Gainesville de la meilleure des façons. Donc voilà, c'est match piège par excellence. Mais je suis comme toi, hein, je vois une victoire des Utes. En parlant de match piège, il y a la revanche contre San Diego State, la défaite de l'année dernière. Donc là, ça sera en week 3, très tard le soir, donc à 10h, heure de New York. Donc ça fait très très tard chez nous. Donc là, il y a 3 matchs hors conférence pour lancer avec une FCS au milieu, Southern Utah, mais moins intéressant. Puis après, on va attaquer le calendrier Pac-12, un déplacement à Arizona State, la réception d'Oregon State, un déplacement à UCLA, la réception de USC. Ça va être très intéressant, cette réception de USC. On est d'accord, Gus, le vainqueur de ce match devrait remporter la Pac-12 South. Ouais, je Et pense. je dis une Ouais, bêtise, il après, y a plus de, il y a, et oui, ouais. je dis des bêtises, il n'y a plus de division, donc, Ah, donc c'est finalement, pas non, ça pourrait être c'est pas un. 2023, Baptiste? Je crois que c'est cette année. Je Ouais, je crois crois qu'en aussi, fait, t'as raison, ouais. C'est en cette fait, en année. fait, disons qu'il y a encore les. Ils vont faire numéro un, numéro 2, mais il n'y aura Hmm, plus de conférence, mais il y a numéro un, numéro 2, quoi. Donc, il n'y a plus de division, pardon. ok. Donc, est-ce que ce match contre USC devrait être un prémisse à nouveau la finale de la Pac-12 en début décembre? Je pense, après, tu sais, il faut toujours prendre l'exemple de l'an dernier, quoi. Ils ont perdu. Bon, non, non, je dis ça, mais ils ont perdu qu'un match en Pac-12. Euh, Tout dépend de cette conférence, parce que j'ai vraiment l'impression que ils peuvent tous perdre plusieurs matchs, tu vois, et ça va. C'est le, y c'est a- la Pac-12 qui se cannibalise comme on l'avait vu déjà les années précédentes, quoi. Après, tu vois, évidemment, la Pac-12 se cannibalise, mais Utah, je pense vraiment que c'est la meilleure équipe sur le papier. Et je pense qu'il devrait remporter haut la main cette conférence. Je suis assez d'accord avec toi. Donc après, il y a la bye week le 22 octobre. Et après, il y a une deuxième partie de calendrier qui est quand même un poil plus simple. Enfin, un peu plus simple. Washington State, Arizona, Stanford. Déplacement à Oregon qui risque d'être un petit peu bourbier. Et un déplacement à Colorado pour finir. Ouais, facile, ça, Colorado. Colorado, Stanford, Arizona, Washington State, théoriquement. Enfin, Hmm. quand on a les ambitions des Utes, ça devrait être. Ah, mais Ça devrait être. ils seront fixés avant cette bye week, hein. Et c'est très bien comme ça. Allez, j'ai un petit regret sur ce calendrier. Je te laisse deviner lequel c'est. Pas de Holy War. Ah bah oui, pas de Holy War malheureusement. Alors on sait qu'avec le réalignement, théoriquement, la Holy War devrait continuer, hein, pour ceux qui suivent pas trop au fond, BYU va rejoindre la Big 12 à partir de la saison prochaine. Mais je crois que les deux facs souhaitent continuer la rivalité. Donc tant mieux. Euh, D'ailleurs, en parlant de ça, pour vos anecdotes du samedi soir, Cal Whittingham, son alma mater, c'est BYU. Voilà, donc toujours à placer dans vos soirées avec votre belle famille et vous me remercierez d'avance. Alors, du coup, Gus, un petit prono au niveau du bilan et de la fin de saison. Je pense que ça part avec une seule défaite. Ça va en lâcher un, forcément. Maintenant, il faut savoir contre qui. Alors, à première vue, et là, c'est juste une intuition, ça serait Oregon. Pareil pour moi, je vois une défaite. Je vois presque, tu vois, je vais te dire, une défaite à Oregon et une défaite en finale de la Pac-12 contre USC.
J'espère que ça arrivera pas. Parce que Baptiste, moi, je les vois comme des prétendants. Et là, on répond à la question très sérieux au playoff. La chose dont on peut être sûr maintenant, c'est qu'ils seront dans le top 10 de pré-saison. Et même mieux, hein, j'ai vu quand même pas mal de top 25 où ils étaient top 5. Ouais, Et voire voire parfois top 4, 4. voire 4, ouais, j'ai vu aussi. Ouais. Donc évidemment, surtout quand tu joues en Pac-12, et là tu viens de parler de deux défaites, Baptiste, t'as pas le droit à l'erreur. Donc c'est une défaite grand max s'ils veulent être dans les 4. C'est pour ça que ça risque d'être compliqué, mais moi je suis hyper optimiste parce que tu as cette attaque qui va tourner mais du tonnerre, Rising qui va s'améliorer, un superbe coach, une défense qui je pense va s'améliorer surtout derrière sur l'aérien. Et aussi, on n'en a pas parlé, mais il semble y avoir une camaraderie qui s'est créée depuis malheureusement le décès de Ty Jordan et Aaron Lowe. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que les deux, c'était pas dans des fusillades, non, ou enfin. C'était une fusillade lors d'une soirée, je crois, pour le premier, et le deuxième, un truc à la con, genre une fusillade avec un véhicule, enfin des trucs vraiment très très cons, quoi. Bref. Et mine de rien, je pense que ça a soudé le groupe l'an dernier. Et en plus, quel était le numéro de Ty Jordan et quel était le numéro euh, de Aaron Lowe? 21? Le 22. 22? Ouais. Ouais, c'est un signe. Allez, Ouais. les Utes en playoff, Gus? Les Utes en Ouais, playoff. ouais, les Utes en playoff. Mais Ça c'est moi qui marche. prends un risque, hein, n'oubliez pas, les auditeurs. C'est moi qui prends le risque, hein. Donc, Non, non, mais de toute façon, va pas il y aura falloir quatre venir. équipes de la PAC, il y aura 4 équipes de la PAC-12 et aucune équipe de la SEC. On sait très bien que ça va Le être comme rêve, ça, le Gus. rêve, le rêve. Bon, et ben merci à toi. On se revoit tous bientôt pour une nouvelle preview. À bientôt. Bisous tout le monde. Salut à tous.